Salam alaikum, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre sur RTI 1 pour votre matinale. Matin Bonheur s'installe tout doucement, tout tranquillement, en vous souhaitant encore une bonne fête de Ramadan à tous les musulmans de Côte d'Ivoire et du monde entier qui nous regardent sûrement via RTI 1. J'espère que vous avez passé une fête agréable. On l'a dit, cette fête hier célébrait la fin du Ramadan, 30 jours de jeûne, d'où ressortent des valeurs, la piété, le partage, la générosité, mais surtout la foi et le rapprochement du Seigneur. J'espère que vous êtes bien installés sur RTI 1. Aujourd'hui, c'est férié, donc vous êtes censés être chez vous tranquillement, en train de vous remettre du repas d'hier ou tout simplement en train de décompresser en vue d'activités diverses aujourd'hui. En tout cas, nous sommes en votre compagnie, très heureux d'être là comme tous les jours de 5h55 à 7h30. Bonjour encore une fois, bonjour Marco. Bonjour à vous. Bonne fête à vous. Bonjour Wow, Eva. magnifique boubou ce matin. Merci beaucoup. C'est dommage que ce soit seulement à la fin de la saison que je bénéficie de compliments. Moi qui en ai donné toute l'année. Mais oui, voilà, j'accepte ça et ça fait aussi le charme de ma voisine. Mesdames et messieurs, bienvenue au mariage traditionnel de Hawa et de Bilal. Très heureux. Et donc, le mariage a pour parrain M. Amadou Bakayoko qui veut que votre matin se passe bien, tout en couleur. Restez en tout cas dans la frénésie de cette fête. Salam matouté à tous. Et puis, c'est le lendemain de l'Aïd. Aïd Moubarak à toutes et à tous. On espère que vous profitez de ce jour férié et que vraiment vous allez vous apprêter et nous rejoindre pour ce mariage-là qui va durer 95 minutes. Alors, est-ce que vous voulez être mon épouse pour 95 minutes par rapport à notre mariage traditionnel aujourd'hui? Je le veux. Voilà. Ce qui est les lundis à Abidjan, c'est les jours de mariage. Allez, bienvenue mesdames et messieurs. Au sommaire de cette émission, on aura bien sûr tout ce qui concerne le lundi avec dans quelques instants, Instant Vérité. Attention, attention, l'invité ce n'est autre que KKB, donc du PDCI RDA qui viendra parler avec Gabriel Zani. Sans oublier la fin de cette émission qui va s'articuler autour de l'économie. Vous savez que lundi, c'est l'économie. Nous allons parler un peu de l'impact de tout ce qui est mobile money, qui a pris de l'ampleur dans notre pays, autant en Afrique que dans le monde. Tout devient de plus en plus digital. Et puis également, nous aurons le grand plaisir de discuter avec un imam qui va nous parler un peu de l'esprit de l'Aïd qui doit perdurer, qui ne doit pas rester seulement dans la période du jeûne. Et puis, on aura bien sûr tout ce qui fait bien sûr, absolument la colonne vertébrale de cette émission. Avec à la réalisation aujourd'hui Christelle Akoussa, sans oublier Kadi Fadiga, également à la rédaction en chef. Merci à tous et à toutes et encore une fois, excellente fête ou si vous préférez, excellente prolongation de fête de l'Aïd. Et en tout cas, merci à tous et à toutes de nous regarder à travers le monde entier et à tous ceux qui n'ont pas pu fêter, par exemple, ou de fête de la distance dans leur pays. Voilà, on va essayer de vous apporter cette chaleur-là aujourd'hui. Allez, premier élément de cette émission, c'est bien sûr la gym, mais tout en récupération. Regardez. Bonjour à tous, bienvenue à cette séance de gym. Je suis très heureux d'être en votre compagnie. Alors aujourd'hui, nous allons faire du cardio. Ce que je vous propose, c'est 2 exercices qui vont durer 2 minutes chacun, avec 1 minute de repos entre ces exercices. Il faudrait vraiment aller à fond. On va travailler 20 secondes, se reposer 10 secondes. Le premier exercice que je vous propose, ce sont les fly jacks, ok, et les talons aux fesses. Donc on part 20 secondes de travail, fly jack, 10 secondes de repos, 20 secondes talons aux fesses, et on repart encore fly jack et talons aux fesses. Allez, 3, 2, 1, top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, super. Allez, on souffle. On a 10 secondes de repos, ok. Et puis on part talons aux fesses. Allez. 5, 4, 3, 2, 1. Top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore 5 secondes. Allez, courage. Super. Ok, allez là, on souffle, on respire. Allez, on respire, on a 10 secondes de repos. Allez, ceux qui ont des problèmes au niveau des articulations, vous partez comme ça, en step touch, avec les bras qui se joignent, ok, pour faire les fly jacks. 3, 2, 1, top, c'est parti. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, super. Allez, on souffle. 10 secondes encore. Lorsque vous faites les fly jacks, n'oubliez pas, c'est un principe. Il faut gagner la sangle abdominale, ok, pour pouvoir en même temps profiter pour travailler un peu les abdominaux. Allez, on part en même temps pour les talons aux fesses. 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, courage. 8, 9, 10, encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5 secondes. 1, 2, 3, 4. Ok, super. Allez, on souffle, on respire. Allez, là vous prenez 1 minute de repos. Ok, respirez, soufflez. Si vous voulez boire un peu, n'hésitez pas. Buvez un peu, ok, plongez-vous bien. Et puis, on va continuer notre petite séance avec cette fois-ci des haltères ou bien des bouteilles remplies d'eau ou de sable. Allez, on vient là. On met les haltères là, on écarte les jambes, ok, et on pousse et on revient. On pousse et on revient, ok. On va essayer de faire ce travail-là pendant 20 secondes. Allez, top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Ça nous permet de travailler les bras, les épaules. Allez, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, super. Allez, on souffle. Ok, on a 10 secondes de repos. Là, on souffle. On repart encore une dernière fois sur cet exercice. Cette fois-ci, on n'alterne pas. Allez, 3, 2, 1. Top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, super. Allez, dès que vous finissez, on pose les haltères là, ok, et on finit avec des fentes avant, simplement là, les deux jambes en face, tout droit, ok, la jambe arrière sur la pointe des pieds, et on descend là, 1, 2, 3, 4, le genou frôle le sol, 5, 6, 7, on en fait 10, 8, 9, dernier, et 10, super. Allez, on change de jambe. Alors de profil, qu'est-ce que ça donne? La jambe avant, regarde tout droit, tout comme la jambe arrière, seulement qu'elle est sur la pointe des pieds. La jambe ici est cassée, ok, ça se voit. Et la jambe arrière, le genou de la jambe arrière descend de sorte à frôler le sol. Là, 1, 2, 3. Lorsqu'on revient, la jambe n'est jamais totalement tendue, c'est celle de devant. 4, 5, 6, le dos est bien droit. 7, 8, 9, dernier, et 10, super. Alors, lorsque vous faites ce genre de séance, n'oubliez pas de vous étirer au début et à la fin de nos séances de cardio. Très important, même de toutes les séances. Si vous en avez le temps, n'hésitez pas à le faire, c'est très important. Ça va vous permettre de vite récupérer, ok. Moi, je vous donne rendez-vous demain pour une autre session de gym. Allez, à vous sur le plateau. Merci coach, vous le remarquez, il nous a rejoint sur ce plateau. Serge Dakouri, bonjour. Bonjour. Avec qui nous avons rendez-vous tous les lundis pour avoir... Bonne fête de Ramadan. Merci. Malheureusement, je n'ai pas la tunique. Mais en c'est tout pas cas, grave. vous êtes on vous aime comme ça. royalement habillés. Ah bon, Donc, c'est vrai? vous l'aurez compris, C'est on vrai, parlera merci. de sport et de tout ce qui a rythmé la semaine sportive en Côte d'Ivoire et sur la planète. Il sera question de hand, de basket, de cyclisme et bien sûr du sport roi du foot. Jingle.
Voilà, merci à vous d'être une fois de plus avec nous. On aura donc des éléments. Hein. Merci à Christelle Akoussa à la réalisation donc, qui gère votre confort visuel. Eva l'a dit, il nous a rejoint, Serge Dakouri. Avec lui, nous allons parcourir vraiment tout ce qui constitue la charpente de l'actualité mondiale sportive, avec le Cameroun éliminé de la Coupe des Confédérations. Mais avant, nous allons commencer par... Le basketball. Allez. Basketball, eh bien, les finales nationales de basketball en Côte d'Ivoire sont prévues pour aujourd'hui. N'oublions pas que les intempéries ne permettent pas effectivement aux activités de pouvoir se dérouler, surtout quand elles ne sont pas couvertes. Et bien entendu, les finales de basketball national vont se dérouler aujourd'hui. La Société Omnisport de l'armée sera appelée à NCA, ça c'est en dames, pour des belles, parce que chacune des équipes a obtenu une victoire. Donc c'est le dernier match pour pouvoir les départager. Et en homme, le CW de San Pedro sera opposé à Azur. Encore une finale pour les départager. Mais en international, il faut le rappeler, la France a chuté hier face à la Roja espagnole en finale dames. Céline Dumerc, la capitaine française, quitte la scène avec la médaille d'argent. La France, malgré les efforts de Andy Meyen, de Céline Dumerc, eh bien, est tombée sur une Alba Torrens, tout feu, tout flamme, meilleure joueuse du tournoi. Eh bien, l'Espagne, sur le toit de l'Europe, l'Espagne, au féminin en basket, a gagné pour la 3e fois consécutive le championnat d'Europe féminin de basketball, 71-55. La France termine donc médaillée d'argent. La 3e place était l'affaire de la Belgique, qui a battu la Grèce 77-66. En tout cas, c'était en République tchèque que se déroulait la Coupe d'Europe féminine de basket. Les Français qui étaient favorites, ainsi que l'Espagne, eh bien, on a vu une belle finale de toute beauté dominée par les Espagnols. Mais la France, quand même, quitte sur la 2e place. Ce n'est pas mal. On va partir au volleyball, comme vous l'avez dit. On reste toujours dans les sports. Demain, en Côte d'Ivoire, il y avait du volleyball hier. 11e journée en hommes, l'AS Police a disposé de Port-Boué, 3-7-0, 25-17, 25-17, 25-12. En deuxième match, il y a eu la Société Omnisport de l'armée opposée à l'équipe des étudiants de l'INJS. Eh bien, les militaires ont laminé l'INJS 3-7-0. Hier encore, il y a eu cette 12e journée play-down qui permettait de pouvoir compléter les championnats. Eh bien, Tafiri a disposé de Beaunois 3-7-0. Et en dames, le Stella a éclaboussé Sun 3-7 également à 0. Alors nous allons partir maintenant en cyclisme. Oui, 3e chapitre championnat national et Grand Prix de l'Ouest. 64 coureurs étaient à l'assaut de la ville de San Pedro, Sobre San Pedro pour le championnat national et ensuite le Grand Prix de l'Ouest. Que ce soit en dames ou en hommes, eh bien, à l'issue de cette course, il y a eu 3 étapes. C'est Comté Bassirou de la Société Omnisport de l'armée qui est sorti champion de Côte d'Ivoire pour la 2e année d'affilée. En tout cas, ça a été une course très enlevée. 60 coureurs ont rivalisé d'ardeur de Soubré à San Pedro. Eh bien, à ce jeu-là, Comté Bassirou est sorti vainqueur. Figurez-vous qu'en dames, il y a eu aussi une compétition. Sur 35 km, c'est Kwasi Ornella du Marcouri Volleyball, qui est de Marcouri Vélo Club, qui est sorti vainqueur. Il faut rappeler qu'il y a eu 87 km à parcourir, 4h09 minutes 15 secondes. Ça a été le record de Comté Bassirou pour arriver à la première place. Le Grand Prix de l'Ouest également s'est disputé simultanément. Il a encore remporté le prix, mais du côté des dames, c'est Nato Adaï de Asfamoussou qui est sorti vainqueur. En tout cas, San Pedro était le théâtre des opérations pour une activité de cyclisme qui a drainé du monde. 64 coureurs, aussi bien en dames qu'en hommes. Eh bien, donc, on a vu qui est sorti champion de Côte d'Ivoire. En dames, elle s'appelle Ornella. En homme, Comté Bassirou. Très bien. On va finir avec le foot. Oui, on finira avec le foot, avec l'Assemblée générale ordinaire de la Fédération ivoirienne de football. Eh bien, c'est vrai que par ces temps qui courent, le football ivoirien, surtout au niveau des éléphants, n'est pas bien coté avec les 2 défaites en 2 matchs pour le nouveau sélectionneur Marc Villemont. Mais les clubs ont tenu quand même à voir un peu comment fonctionne la FIF et comment fonctionnent aussi nos activités. Le championnat étant arrivé pratiquement à son terme, la SEC est champion. Donc, il fallait faire un peu le tour d'horizon des activités, que ce soit en Ligue 1, en Ligue 2, en Ligue 3. Eh bien, les clubs étaient réunis le week-end dernier avec le président de la FIF pour faire le bilan. Eh bien, ils ont estimé que le championnat de Côte d'Ivoire a une visibilité internationale et pour cela, ils ont remercié la FIF en donnant un quitus pour dire qu'effectivement, aujourd'hui, le championnat est vu par tout le monde. Sans oublier le montant de la subvention qui a augmenté. Et cela a permis quand même à certains clubs de pouvoir être financièrement un peu plus à l'aise. La Ligue 2 a demandé que le retour des sponsors se fasse s'il y a du calme. On a senti que les sponsors commencent à revenir, des maisons de téléphonie comme des compagnies d'assurance et aussi des compagnies dans le pétrolifère. Donc,
les clubs ont quand même été très heureux de donner le quitus au président. Sur le plan international, avec la sélection, c'est là quand même qu'il y a eu un petit grincement dedans en estimant que l'entraîneur, pour l'instant, ne fait pas les choses. Mais les clubs ont quand même donné leur quitus à l'administration, surtout de M. Sam Etiassé, qui est le directeur général, en disant qu'aujourd'hui, les courriers arrivent normalement et l'administration se passe très bien. En tout cas, globalement, les clubs ont donné quand même un quitus au président de la FIF, surtout pour ce bon qualitatif au niveau du championnat qui est vu un peu partout dans le monde. Alors, maintenant, on finit avec foot, avec la Coupe de la Confédération. Eh bien, c'est un test général 1 an avant que la Coupe du Monde. Vous savez que le Mondial 2018 va se dérouler en Russie. Eh bien, 1 an avant, la FIFA organise la Coupe des Confédérations. Et donc, toutes les confédérations sont réunies, ainsi que le pays hôte. Eh bien, depuis hier, on connaît le dernier carré. Le représentant africain, c'était le Cameroun. Malheureusement, nos amis camerounais ont été boutés hors compétition dans leur dernier match hier, face à l'Allemagne, 3-1. Le dernier carré, on le connaît. Le Chili va jouer contre le Portugal et l'Allemagne va jouer contre le Mexique pour cette demi-finale qui vont se passer mercredi et jeudi. Et dimanche prochain, qui sera champion de la Coupe des Confédérations. Une façon de faire des tests sur les capacités d'accueil de la Russie, les capacités d'accueil au niveau télécom, au niveau administration d'une compétition. Donc pour l'instant, un an jour pour jour. Sans oublier que dans notre championnat de Côte d'Ivoire, grâce à la qualité, un gardien de but quitte la Coupe pour aller directement signer en Europe. Le jeune Burkinabé Hervé Kofi Kwame, qui va du côté de Lille, le gardien de l'ASEC Mimosa, recruté sous 5 ans par le club français de Lille, où a joué Gervinho. Et donc, Yao Kwasi Kwame Hervé, par la qualité de ses prestations, va en Europe succéder à un autre Kwasi. Il va succéder Hervé Kofi. Hervé Kofi Kwaku. Mon jeu de mots, du coup, ne marche pas. Merci beaucoup à vous, notre très cher Serge Akouri, que vous retrouvez donc, tous les matins sur Radio Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Il est un peu plus de 6h10 et 6h12 pour être plus précis partout en Côte d'Ivoire. Le temps maximal 29, minimal 24 à Abidjan et puis assez de vent et de bruine sur les principales poches climatiques de notre pays. Aujourd'hui, 26 juin, nous avons 2 journées internationales. On a la journée mondiale pour le soutien aux victimes de la torture et la journée mondiale contre l'abus et le trafic illicite de drogue. Donc, de tout cœur avec toutes ces personnes dans le monde, et Dieu sait qu'elles sont nombreuses qui souffrent des affres de la torture. Tous les pays n'ont pas encore donc ratifié les conventions qui protègent en tout cas ces personnes très sensibles là au niveau psychologique et social, et puis également au niveau de l'abus et du trafic illicite de drogue. Les pays n'arrivent pas toujours à se mettre d'accord pour la légalisation ou non, voilà. Mais il y a aussi la drogue qui est utile pour le volet médical, et ça, il faut le protéger. Tout ça fait partie un peu de ce qui rythme cette journée. En tout cas, merci de nous faire l'amitié d'être là en ce lendemain de l'Aïd. Aïd Moubarak, une fois de plus, nous allons partir dans un reportage qui nous est proposé tout droit par la rédaction en chef et bien sûr avec la complicité de Christelle Akoussa. Les ruines d'une civilisation peut-être plus ancienne encore que celle des pharaons d'Égypte. Sur les rives de l'Indus au Pakistan, le site de Mohenjo-Daro est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le mystère qui entoure cette cité antique a attisé la curiosité d'une équipe d'archéologues internationaux. Tout le monde connaît la civilisation égyptienne, mais personne ne connaît Mohenjo-Daro et la vallée de l'Indus. Il faut que ça change. Le peuple de l'Indus aurait compté jusqu'à 5 millions de personnes à son apogée durant l'âge de bronze. Mohenjo-Daro était la cité la plus vaste et la plus développée, avec des systèmes complexes de distribution d'eau, d'égouts et de collecte de déchets. Et voici l'un des édifices clés, le bain public. Les villes de l'Indus étaient organisées d'une façon qui mettait vraiment les citoyens sur un pied d'égalité. En Mésopotamie, les rues allaient de la ville vers le palais, ou des portes de la ville vers le temple, alors qu'ici, toutes les rues étaient organisées pour permettre l'accès à toute la ville. Un patrimoine exceptionnel mais difficile à préserver. Seule une petite partie du site a été mise au jour et il n'est pas prévu pour l'instant de lancer de nouvelles fouilles. Tant que c'est enterré, c'est préservé. Mais une fois que vous le déterrez, il y a beaucoup de choses qui peuvent affecter le site, comme la météo, la nature de l'environnement et comment les gens se comportent. Les touristes ont déjà laissé leur empreinte.
La situation sécuritaire, la chaleur et le sel qui remonte des nappes phréatiques sont autant de dangers supplémentaires. Aujourd'hui encore, personne ne sait pourquoi la civilisation de l'Indus a décliné près de 2000 ans avant Jésus-Christ. La réponse se cache peut-être sous terre. Merci à Anassé, voilà, que vous avez aperçu à l'écran. C'est toujours un plaisir de voir les équipes qui travaillent sur cette matinale parce que c'est vrai que vous nous voyez tous deux sur le plateau et nos invités qui défilent, mais il y a énormément de monde que je tiens d'ailleurs à saluer pour l'efficacité de leur travail. Il y a du monde, donc Anassé qui est chef de plateau. Nous avons une belle dame ce matin à la réalisation. Guy Noël à la grue. Aux caméras, voilà, à la grue, à la réalisation, Christelle Akoussa, qu'on cite souvent. Le son, Arnaud par exemple, les lumières et tout. Il y a énormément de monde qui bosse pour vous, pour votre plaisir matinal et on espère franchement vous satisfaire. Notre imam est en notre compagnie. Nous avons eu le plaisir de le recevoir avant la nuit du destin, après la nuit du destin et aujourd'hui il sera là, et il est là d'ailleurs installé, après la fête de Ramadan. L'imam Karamoko Yahya, on l'a dit, il est imam de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, mais professeur à l'université Nangui à Bourgois. Voilà, tout est dit, tout est bien dit. Bonne fête à vous. Merci bien. Merci beaucoup. Ça s'est très bien passé. Bonjour Eva, bonjour Marco. Mais il y a quelque chose, j'ai attendu Adja Eva et El Hadj Marco toute la journée de la fête. Je ne vous ai pas perçu. Je me suis dit que le deuxième jour, c'est toujours... C'est possible aujourd'hui. Est-ce qu'il y a encore des... séances de rattrapage pour nous? Oui, c'est possible. Et même les emporter, c'est possible. Donc après l'émission, on met les véhicules et puis en partant de chez vous, on fait un cortège. On sera en position de départ et puis le coffre ouvert. D'accord. Merci en tout cas. Alors après le jeûne, on reste toujours dans l'esprit du jeûne. Oui, on reste dans l'esprit du jeûne parce que le ramadan même n'est pas totalement fini. Il y a certaines questions qui doivent se traiter, des questions de rattrapage, des questions de compensation et aussi des questions d'expiation. Là, c'est un peu plus sérieux. Là. On parle de rattrapage car quand on doit faire un long voyage, on a l'autorisation d'abord de ne pas jeûner. Et quand ça va être vraiment difficile, on a le devoir de ne pas jeûner. Et quand on est aussi malade, quand c'est contre-indiqué par nos médecins, ce n'est pas quand nous-mêmes on fait des petits plans. Hein. Quand c'est le médecin qui dit que c'est contre-indiqué, on a le devoir de ne pas jeûner. Et quand ce n'est pas des maladies chroniques et qu'on peut recouvrer la santé rapidement, il faut rattraper les mêmes nombres de jours. Toujours dans le chapitre des rattrapages, chez la femme, des fois, c'est des états physiologiques, comme une nourrice, par exemple, une femme qui attend un enfant, aussi quelquefois le devoir même de ne pas jeûner. Et quand cet état de nourrice et autres passe, elle peut rattraper, elle doit rattraper ces jours de jeûne. C'est le chapitre des rattrapages. Est-ce que le jeûne qu'on fait en période de Ramadan, normal, je dirais, est-ce qu'il est différent du jeûne de rattrapage? Ou ce sont les mêmes consignes? Oui, c'est les mêmes consignes. C'est-à-dire on commence à l'aube jusqu'au crépuscule. C'est les mêmes consignes, le même nombre de jours. Très bien. Ça a toujours la même teneur spirituelle. Oui, ça a la même teneur. Mais est-ce que ça montre aussi d'une certaine manière la flexibilité aussi de la religion musulmane qui s'adapte? Oui, la religion s'adapte. C'est pourquoi elle peut devenir populaire. Mais des fois, c'est nous-mêmes qui avons tendance à compliquer quelquefois, mais le plus souvent par ignorance. Certaines choses. Sinon, en cas de voyage, maladie et des situations particulières comme les nourrices, on peut reporter et s'adapter. D'accord. Vous avez parlé de rattrapage, mais également de compensation. Oui, on doit parler de compensation. C'est dans le cas des maladies chroniques. Quand le médecin dit, par exemple, que non, définitivement, c'est déconseillé de jeûner, la personne ne va plus jeûner, mais ce n'est pas fini. Elle doit donner pour l'équivalent de chaque jour de jeûne un repas, un véritable repas à donner à une personne qui est dans le besoin pour chaque jour de jeûne. Ça, c'est une des compensations. Ça, c'est dans le cas de ceux qui, pour des raisons, la vieillesse aussi, avec l'âge avancé, on ne va pas redevenir jeune pour jeûner. Absolument. Donc ça, c'est à compenser par un repas pour chaque jour de jeûne. Et l'expiation?
L'expiation, c'est celui qui décide s'il va obéir ou pas et il choisit de ne pas obéir, de manger pendant le mois de Ramadan. C'est quelqu'un qui a toutes les capacités physiques de jeûner, mais qui ne veut pas. Et il n'a pas jeûné. Et ces jours-là, c'est pour celui-là, il doit, pour compenser ce seul jour qu'il n'a pas jeûné, jeûner 2 mois successifs à la place d'un jour. 2 mois successifs. Il doit jeûner 60 jours avant que le Seigneur ne fasse un allègement. À la place de 60 jours, il peut offrir 60 repas à des démunis et la communauté a le devoir de l'aider au cas où ça doit être. Très certainement, 60 jours, ça va être très difficile. Il peut nourrir 60 personnes et la communauté peut l'aider à nourrir les 60 personnes pour l'expiation du jour qui n'a pas jeûné. Alors, si je comprends bien, vous dites que 60 jours de jeûne d'expiation équivaut à 1 jour de jeûne qu'on a refusé. Alors, sachant que la période de jeûne normale fait 30 jours, est-ce qu'on multiplie ces 60 par 30? On doit multiplier les 60 par 30. Donc ça, c'est pour lui indiquer qu'il doit commencer à se préparer à jeûner et non à négliger son jeûne. Exactement. Sinon, si ce n'est pas les 60 jours de jeûne, c'est les 60 repas qui seront multipliés par 30. Quitte à recourir à l'aide de la communauté. D'accord. Alors, le jeûne est normalement terminé, mais vous nous avez expliqué donc les cas exceptionnels, tout ça. Mais au niveau de la jeunesse, quand on a vu la ferveur qu'il y a eu samedi, par exemple, ou dimanche en ville, on a vu que quand même, vraiment, il faut rester toujours dans le jeûne, parce que on se comprend, non? Oui, on voit. C'est-à-dire, à l'approche, on comprend aussi qu'ils ont dû quitter certaines habitudes. Ils ont quitté des habitudes qu'ils avaient. Ils ont fait des efforts. Et quand le mois tend à sa fin, c'est un peu difficile de maîtriser les ardeurs. Il y a quelques petits excès. On continue de les exhorter avec les jeunes. C'est progressif. On les conscientise. On essaie de les attirer vers d'autres activités plus saines. Mais des activités de réjouissance aussi, parce que c'est ce qui peut les attirer. Pourquoi pas des concerts et autres, pour que ça ne dévie pas dans des choses qui ne sont pas du tout acceptables dans la religion. C'est vrai que, comme le disait Marco, samedi, la ville était pleine à craquer. Oui. Les endroits de réjouissance, pas très religieux, on dira. Donc on va citer les maquis, les boîtes de nuit, etc. On fait le plein. Bon, on ne dit pas que c'était des musulmans qui y étaient, du tout. Mais on a juste remarqué qu'à la fin du jeûne, les activités nocturnes... Moi, je ne suis pas musulmane. Elle était de passage. Elle était de passage. Je ne sais pas encore. Elle a vu ça de loin. Elle a vu ça de loin. D'accord. Donc, il faut dire qu'effectivement, il peut arriver à quelques jeunes gens qui avaient certaines habitudes, pas conformes forcément à la religion. Et après ces habitudes, arrivés au mois de juin, ils ont fait leur part d'effort. Ils sont dans un genre de progrès aussi vers la religion. Pendant le mois, par respect pour ce mois, ils s'abstiennent et ensuite, quelquefois, ils se lâchent un peu. Mais il y a aussi le fait que l'Ivoirien est très bon vivant, n'est-ce pas? Quand c'est Noël, tout le monde fête. Quand c'est l'Aïd el-Kébir, tout le monde aussi fête. Et voilà. Et en fonction de la fête, comme on dit, l'habit ne fait pas le moine, le boubou ne fait pas le musulman. Voilà, c'est ça. Parce que tout le monde se voit en boubou et on fête tous ensemble. Et on profite de tout. Alors, moi j'ai une question. Vous qui êtes imam, vous avez certainement l'habitude de conseiller vos fidèles par rapport à la santé cette fois. Après le jeûne, le corps n'est plus le même. Comment on fait pour récupérer au niveau culinaire? Je sais que vous n'êtes pas docteur, vous n'êtes pas médecin, mais avec l'expérience d'imam que vous avez, vous pouvez quand même donner quelques conseils à ceux qui nous regardent ce matin. Oui, et des biologistes aussi. Oui, voilà. Ah oui, c'est vrai, vous êtes professeur en biologie. D'accord, effectivement, je pense que la période des jeûnes, si ce n'était certains de nos excès, c'est une période où on devait manger beaucoup moins. Actuellement, l'un des principaux problèmes de santé, c'est que nous prenons trop de calories actuellement. Nous sommes dans un genre de transition nutritionnelle. On commence à prendre un peu trop de calories. C'est le mois de jeûne qui devait être l'occasion pour nous d'apprendre la modération. Et cette modération, elle est fondamentalement religieuse. Voilà, le prophète exhorte le musulman. L'habitude qu'il nous conseille, c'est de manger de façon modérée. Pour moi, Ramadan doit nous avoir appris à être modérés à table. Ceux qui ont profité pour prendre du poids pendant Ramadan, ils doivent plutôt faire le mouvement inverse et revenir à la modération. Ça peut être un peu plus slim. Oui, effectivement. Merci beaucoup, Oustaz. Je rappelle, monsieur Imam Karamoko Yaya, donc imam de l'université
Nangui, Félix Felboigny. Merci beaucoup. Merci. Et vraiment qu'à la facilite. Amin. Voilà, vraiment. Merci beaucoup. Merci à vous. Oui, mais pour le rendez-vous, j'attends toujours. Oui, Ne non, vous en faites pas. Vous allez voir combien de fois on peut filer, on peut accélérer au nom de l'esprit du Ramadan. D'accord, merci beaucoup. Juste après l'imam, vous aurez le JT. Et pendant le JT, on va s'accorder sur les détails techniques. On va parler de route maintenant. Ah, on a un point route maintenant. On vous rappelle qu'avec le point route, nous avons une voiture, la Matino Mobile, qui sillonne certaines artères principales d'Abidjan, histoire de vous donner la température de la circulation. Alors, grâce à Christelle Akoussa, nous sommes cette fois aux 2 plateaux sur le boulevard Latrille. On sent que c'est férié ce matin, pratiquement pas de circulation. On rappelle que nous sommes en direct là et voilà, à peine un véhicule qui se déplace. Mais vous faites bien de rester chez vous et de regarder Matin Bonheur. Justement, il va parler de température de la route, température de l'asphalte. Normalement, ça doit être chaud, hein, mais là, c'est très frais parce que le temps est doux partout en Côte d'Ivoire. Certainement de la bruine et de la pluie. On va aller maintenant dans une autre destination, Christelle Akoussa, un autre endroit, un autre tronçon de notre magnifique capitale avec Trècheville qui se réveille, le grand carrefour avec le bus et le taxi qui font un croisement qui montre que ça va. Nous sommes bel et bien à Trècheville et la circulation, mesdames et messieurs, est assez fluide. Alors, Koumassi ou Plateau, où est-ce que nous serons à présent? Nous sommes au grand carrefour de Koumassi qui est lui aussi quasiment désert. 2, 3, 4, 5, voilà, quelques véhicules dans les deux sens. On sent vraiment que c'est férié, qu'on espère vraiment que vous êtes chez vous en train de suivre votre matinale. Absolument, avec un joli sourire comme celui de Marco, c'est normal. Je pensais que j'allais la complimenter. C'est fini ça, la saison finie là. Allez, faites plus De Gaulle. non, je t'ai cessé en plus. De Gaulle donc, nous montre une circulation assez cool, hein, fluide. Ça va, tout va bien, je pense que ça va. Et puis aussi, on a une très belle vue, soit dit en passant, de notre capitale. Voilà, mesdames et messieurs, c'est le temps pour nous d'aller au journal. N'oubliez pas, tout à l'heure, au retour, donc après le journal et la météo, on aura le grand plaisir de recevoir dans Instant Vérité une personnalité politique de notre pays qui n'est autre que Kakabe. Vous allez voir, ce sera très intéressant. Merci d'être à Matin Bonheur et une fois de plus, Aïd Moubarak à toutes et à tous. RTI 1, la chaîne qui rassemble. MTN, everywhere you go. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous suivre en ce lundi. La matinée sera très nuageuse sur l'ensemble de la moitié sud de la Côte d'Ivoire. L'on pourra également observer quelques pluies occasionnelles sur ces régions et des réductions de visibilité. Plus au nord, le soleil fera une bonne apparition, mais très vite, de nombreux nuages convectifs envahiront le ciel. Regardons les températures de notre matinée. 23 degrés pour 5 villes, Abidjan, Adiaké, Bondoukou, Bouaké et Daloa. 24 degrés à Dimbokro, 22 pour la région du Go, 25 degrés à Korogo, 21 pour le Tompi. La maximale de 25 relevée à Odiéné, 23 degrés pour San Pedro, 22 à Sassandra et à Tabou et 23 pour Yamoussoukro. Cet après-midi, le temps sera instable vers la limite nord du pays. Des orages isolés accompagnés de pluie par endroits pointeront en cours d'après-midi. De la bande centrale à la limite atlantique, le ciel sera mitigé. Les nuages auront tendance à se densifier dans le ciel et pourront laisser par moments quelques précipitations sur ces régions. On y va pour les températures de notre après-midi. 29 degrés pour Abidjan et Adiaké, 30 pour Bondoukou, Bouaké et Daloa, 33 degrés à Dimbokro, 31 dans le Go et le Poro. Le Tompi affichera 30, 33 degrés pour la ville de Diéné, 29 à San Pedro et à Sassandra. La minimale de 28 relevée à Tabou et 30 pour Yamoussoukro. Merci Madame, Monsieur de nous avoir suivis. Bonne suite de programme à tous et à chacun. MTN,
everywhere you go. Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 6h30. Le président Alassane Ouattara s'est envolé hier dimanche pour Paris, la capitale française. Il y sera pour prendre part à la cérémonie de remise du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, prix qui sera cette année décerné au maire de la ville de Lampedusa en Italie, ainsi qu'à l'ONG SOS Méditerranée de France pour leurs efforts en vue de sauver la vie des réfugiés et des migrants. La cérémonie de remise de prix se tiendra le mardi 27 juin prochain au siège de l'UNESCO à Paris. La saison des pluies, nous sommes ici en Côte d'Ivoire, la saison des pluies est donc toujours d'actualité. Depuis quelques semaines, l'on constate des dégâts et autres inondations dans le district d'Abidjan. Le ministère des Infrastructures économiques est toujours à l'œuvre, tentant par tous les moyens de trouver des solutions. Il décide d'engager des travaux le long de l'autoroute du Nord, des travaux qui consisteront à libérer les ouvrages d'évacuation des eaux occupées par les stations-service. Les précisions de Grace Kando. Autoroute du Nord, dans la commune de Yopougon. La saison des pluies n'est pas la bienvenue ici. L'eau cause d'énormes dégâts, difficile pour les automobilistes de circuler sur cette voie. Quand il pleut, les voitures ne passent pas. Ils ont oublié de faire rang parce qu'il n'y a pas de route. À cause de l'eau, là, les canaux sont remplis, il n'y a pas de route, il n'y a pas de passage. Donc, il diminue. Quand l'eau côté aussi est rempli, tout va là-bas. Quand là-bas, il y a guichet aussi, il n'y a pas de route. Ils sont obligés de ralentir, soit de se retenir. Quand on arrive à ce niveau, soit on gare, soit on trouve des solutions. Une fois que tu t'engages, ta voiture peut rester. L'eau couper la route même, on ne peut pas s'engager. À l'origine de cette situation, l'occupation anarchique par des stations-service qui, de par leur aménagement, ont obstrué les réseaux d'évacuation des eaux usées et pluviales. Pour remédier à cela, des travaux sont engagés par le ministère des Infrastructures économiques. Toutes les stations-service qui longent l'autoroute du Nord ont construit sur les réseaux d'assainissement. De telle sorte qu'aujourd'hui, la population ivoirienne n'est plus en mesure de circuler. Donc depuis une semaine, nous sommes à pied d'œuvre pour restituer le réseau d'assainissement dans son état initial. C'est un réseau d'à peu près 2,5 mètres, mais aujourd'hui, avec les terrassements, les buses et les dallots que les gens ont érigés, aujourd'hui, le réseau d'assainissement fonctionnait à 5%. Aujourd'hui, c'est chose faite, l'autoroute du Banco n'est pas coupée et la population ivoirienne circule librement. Ils doivent bien travailler. Je suis fier de eux aujourd'hui, je suis fier de eux demain. Aller au travail tranquillement, sans problème, on n'a pas eu de problème avec quelqu'un. L'initiative est bien accueillie, mais d'autres préoccupations demeurent. La solution qu'ils ont eue au niveau de l'eau là, ils n'ont qu'à faire un effort pour trouver une solution au niveau de la route là. Voilà, refaire la route, c'est la voie principale. Et puis au niveau des poids lourds, ils n'ont qu'à respecter l'heure. À 6 heures, les gourmiers, que ce soit les poids lourds, les gars nous amènent trop. Ça fait qu'il y a beaucoup d'accidents. La dernière fois, il y a une ambulance qui venait, je ne sais pas s'il ne connaissait pas la voie, il est tombé dans il y a un trou, il est tombé dans l'ambulance, ça fait tonneau. À cette requête, le ministère des Infrastructures économiques compte apporter des réponses très rapidement pour le bonheur des populations. Le patrimoine culturel subaquatique représente toutes les traces d'existence humaine sous la mer, les océans et cours d'eau, présentant un caractère culturel, historique ou archéologique. Et justement, pour veiller à la protection et à la valorisation de ces richesses, l'UNESCO a initié du 21 au 23 juin dernier à Grand-Bassam une réunion sous-régionale. Une quinzaine de pays africains y ont pris part. Il s'agissait au cours de cette rencontre de montrer l'importance de la Convention 2001 sur la protection du patrimoine culturel subaquatique pour les pays africains. L'UNESCO a également invité les États africains à ratifier cette convention. Les précisions de Serge Collier. Le patrimoine subaquatique constitue l'ensemble des richesses culturelles immergées, celles qui au fil des siècles se sont retrouvées englouties par les eaux.
Cette 4e réunion régionale pour l'Afrique, initiée par l'UNESCO, vise à créer les conditions pour une meilleure protection. Comment les répertorier et surtout comment les sauvegarder. L'UNESCO propose aux États de ratifier la Convention de 2001 sur la protection du patrimoine subaquatique. Cette rencontre a pour but de sensibiliser et d'informer, de mettre les pays ensemble pour partager les expériences, pour que les pays qui ont déjà ratifié la Convention et qui ont commencé à travailler à sa mise en œuvre puissent partager avec les autres les avantages liés justement à cette valorisation de ces patrimoines. Depuis 2001, 57 pays, dont 10 en Afrique, ont ratifié la Convention. Pour le ministre de la Culture et de la Francophonie, le processus de ratification pour préserver cette mémoire engloutie est engagé en Côte d'Ivoire. En ratifiant ce traité, la Côte d'Ivoire se donne des instruments encore plus forts et peut bénéficier de l'expertise de l'UNESCO et de l'appui des pays mieux expérimentés pour mieux protéger son patrimoine subaquatique, mais également montrer tout ce qu'il y a comme bien submergé par l'eau. Présent à cette 4e réunion sous-régionale sur le patrimoine subaquatique, le ministre équato-guinéen en charge de la question dans son pays s'est également prononcé. La position de la Guinée équatoriale d'assister dans cette importante réunion et d'amener la confirmation de la Guinée équatoriale d'ici avant fin de l'année. On va ratifier cette convention de patrimoine subaquatique. Cette 4e réunion internationale a réuni une quinzaine de pays africains. Parlons culture. À présent, une délégation en provenance des États-Unis et de Trinidad de Tobago est venue en mission exploratoire en Côte d'Ivoire avant la tenue de la prochaine édition du Massa, le marché des arts du spectacle africain. À l'occasion, le Massa a établi un pont culturel avec Afromondo Productions, une structure américaine de promotion et d'organisation des spectacles. Issa Chonoyo. Le marché des arts du spectacle africain, Massa, depuis l'édition de 2016, a décidé de nouer des partenariats avec des structures de la diaspora pour la promotion des arts. C'est dans ce cadre que se situe l'échange entre le Massa et Afromondo Productions, une structure américaine de promotion et d'organisation des spectacles. Pour nous, c'est un honneur parce que c'est le rendu un peu de ce que nous avons fait comme approche en 2016, que nous allons poursuivre, cette fois-ci par une note très forte que nous allons mettre sur les diasporas et les diasporas caribéennes en particulier. Et donc c'est une mission exploratoire qui va nous permettre de nous informer des pratiques culturelles et des pratiques instrumentales qui ont cours actuellement à Trinidad et Tobago. Cette délégation venue des États-Unis et de Trinidad et Tobago est fière de ce retour aux sources. Elle est vraiment très contente d'être venue ici. Et depuis qu'elle est là, elle voit que tous les gens qu'elle voit dans la rue, c'est comme si c'est la maison. Elle sent qu'elle est revenue ici, en Afrique. C'est chez elle. Et avec le concept du carnaval, le concept du Jouvet qu'ils vont faire pour le Massa, et je pense que c'est la meilleure occasion, la meilleure opportunité que tout le monde, enfin toute la diaspora puisse revenir ici. La structure Afromondo Productions est créatrice du festival Jouvet. Elle fera une démonstration de son savoir-faire au prochain Massa prévu en mars 2018, tant au niveau du spectacle que de la formation. Le festival de l'Adaye Kessié se tiendra au mois d'octobre prochain. En prélude à cet événement, les initiateurs sont allés rencontrer les différents chefs de province ainsi que le roi des Brans. Objectif, leur porter l'information de la tenue de ce festival à Tabagne, qui est la principauté du royaume Bran. Il faut souligner que l'Adaye Kessié est le plus important événement culturel du peuple Bran. Et pour cette année, les initiateurs annoncent de nombreuses innovations. Cette rencontre a eu donc lieu le week-end dernier. On retrouve Serge Collier. C'était en 2016.
l'Adaye Festival reprenait ses droits à Tabagne après 31 ans d'interruption dus à des conflits de succession au sein du royaume Bron. Retour gagnant pour cet événement culturel de la vie des participants. L'édition 2017 s'annonce grandiose. C'est pourquoi le comité d'organisation, avec à sa tête le commissaire général Bini Daouda Ouattara, est allé à la rencontre des différents chefs de province du royaume. Objectif, leur porter l'information et aussi bénéficier de leur bénédiction pour la réussite de cet événement. L'Adaye est important parce que chaque province constate le bilan. Et c'est à l'Adaye où chacun fait le bilan général au roi. La délégation conduite par Bini Ouattara s'est rendue dans les 5 provinces du royaume Bron, l'Angobia, le Famoussa, la Kidom, le Pinango et la Inifié, la province du roi. Dans toutes les provinces visitées, la délégation a eu l'assurance de l'adhésion totale des différents chefs de province. C'est l'affaire par excellence au niveau des Brons. Personne ne doit, sinon nul ne doit justifier son absence. C'est une affaire presque obligatoire parce que nous allons faire le point de l'année et dégager aussi la perspective au niveau de l'année future. L'Adaye Kessié est célébrée 12 jours après la fête de l'Ignam. Sur invitation du roi, le peuple se retrouve pour des moments de réjouissance. C'est surtout une occasion de faire allégeance à son roi, lui témoigner sa reconnaissance. En décidant de faire de cet événement un festival, les initiateurs entendent promouvoir les valeurs culturelles Bron afin d'attirer les touristes dans cette localité. L'actualité internationale en bref. Au Burundi, plusieurs militants du MSD d'Alexis Sindoudje et du FLN d'Agathon Rwasa et des partis de l'opposition burundais ont été arrêtés depuis vendredi. Des mouvements déjà ciblés ces derniers temps à plusieurs reprises. Julienne Sassou Nguesso, l'une des filles du président congolais et son époux Guy Johnson ont été mis en examen cette semaine par la justice française dans le volet brazzavillois des biens mal acquis. Et puis, pour terminer, l'audience, elle, reprend ce lundi après-midi dans le procès de Théodorin Obiang, poursuivi pour le détournement de fonds publics dans le dossier dit des biens mal acquis. Place aujourd'hui aux témoins. La partie civile en a cité 6 et la défense un seul. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous, Hamza Diaby. Merci d'être revenu. C'est un plaisir de vous retrouver. Et c'est vrai qu'on adore également Maïsako, avec qui vous présentez en alternance le journal du matin sur RTI 1. On vous l'a dit, je pense que vous le savez, aujourd'hui c'est le lundi 26 juin, c'est la journée internationale contre l'abus et le trafic illicite de drogue. Et oui, l'ONU a décidé en 1987 de réagir face au fléau que représentent les drogues. Encore une fois, on va faire de la sensibilisation ici. C'est une émission matinale qui est suivie par des adolescents qui peuvent se laisser tenter par des mauvaises fréquentations et puis se dire commencer par des drogues dites douces. Mais il faut savoir que dès qu'on commence à en consommer, on devient automatiquement accro et cela peut déboucher sur des choses beaucoup plus graves, notamment pour la santé, ça on le sait, et puis la santé mentale surtout, qui s'en trouve affectée. Donc on va éviter tout ce qui est drogue. Alors, éviter, c'est tellement vrai que également faire un clin d'œil à tous ces chefs d'établissement, parce qu'on a remarqué également dans la démarche de l'ONU également et de l'Organisation mondiale de la santé qu'autour des écoles, il y a beaucoup de fumoirs et donc il faut avoir donc une vigilance accrue par rapport aux responsables d'établissements pour avoir une surveillance vraiment, on va dire ça comme ça, à 360 degrés autour des écoles afin que nos enfants, nos neveux, nos bouts de chou en tout cas puissent s'épanouir dans un environnement des plus sereins. Et on va féliciter également les autorités compétentes, c'est le cas de le dire, compétentes pour le travail qu'elles accomplissent parce que franchement, on voit très souvent dans la presse des démantèlements de fumoirs dans certains quartiers et je pense que c'est une bonne chose. Il ne faut pas arrêter la lutte parce que bien souvent on a tendance à penser que ce sont des choses qui sont éloignées de nous. Mais si on regarde bien dans notre entourage, on a des personnes comme ça qui s'adonnent à la consommation de ces drogues. Et il faut savoir que la drogue est le deuxième marché économique mondial juste après les armes
et avant le pétrole. Donc c'est dire l'ampleur de ce fléau. Et puis n'oubliez pas également le côté psychologique et sociologique. C'est vrai que consommer aujourd'hui, mais les répercussions peuvent perdurer et traîner en longueur sur la personne qui consomme ou même sur l'entourage. On a vu des mamans, des parents, des pères vraiment passer par tous les chemins pour que leurs enfants, leur progéniture, bien quelqu'un membre de la famille puisse arrêter. On ne le dira jamais assez. À usage médical, oui. À usage personnel, non. C'est vrai que quand on dit usage médical, ce n'est pas encore dans nos mœurs, ce n'est même pas encore dans nos sociétés, mais dans certains pays, certaines drogues dites douces, encore une fois, sont utilisées sur le plan thérapeutique. Et puis bon, si ça soigne... C'est bon pour l'industrie médicale, mais pas pour les... Alors, en fin d'émission, vous le savez, aujourd'hui c'est lundi, la thématique ce sera économie et avec M. Félix Kwasi-Yao qui est coordonnateur national pour le programme d'éducation financière. Il sera question de mobile money, portefeuille et monnaie électronique. Quelles attitudes face à ces nouveaux concepts? Et puis tout de suite, là, c'est tout chaud. Gabriel Zani est installé en face de son invité, M. Kwadio Konambertin, qui parlera de son retour au Bercail. Soyez restés sur RTI 1. Instant vérité, c'est tout de suite. Bonjour à tous et à tous. Merci de suivre Matin Bonheur et bien évidemment Instant Vérité. 2013, dernier congrès du PDCI RDA, Kakabe tente de briguer la présidence face à Henri Konan Bédié qui le traite de soldat perdu. 2014, il réitère son audace en s'opposant à l'appel de Daoukro. Il refuse donc la candidature unique et c'est le divorce d'avec le plus vieux parti de Côte d'Ivoire. 2015, il vise la présidence de la République. Mais il échoue avec moins de 4% de suffrages exprimés face à Alassane Ouattara et bien d'autres candidats. Aujourd'hui, Kakabe réintègre le PDCI. Il revient à la maison, pour ainsi dire, un retour au bercail avec des ambitions affichées. Pourquoi ce retour? Comment reprendre la place perdue? Bref, mesdames et messieurs, Kakabe est sur le plateau de Instant Vérité avec nous ce matin pour tout dire sur ses motivations. Bonjour, messieurs. Bonjour, madame. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous reçois sur ce plateau. Merci. Alors, Kakabe, vous êtes au parti du PDCI et vous revenez. Comment avez-vous accueilli la nouvelle de votre réintégration? Je voudrais, avant tout propos, d'abord vous remercier pour cette occasion que vous me donnez de revenir sur l'actualité au sein de mon parti. Mais je voudrais surtout remercier ces milliers d'Ivoiriens qui m'ont fait confiance en 2015 et qui m'ont voté, bien sûr, massivement. Alors je voulais rectifier qu'officiellement, il faut le préciser, je n'ai pas eu un peu moins de 3%, moins de 5%, puisqu'il y a eu 4% et quelques officiellement. Et c'est bon à préciser. Je voulais donc remercier ces Ivoiriens et dire que, excusez-moi, mais pour moi, en réalité, ce n'est pas un retour au bercail. Je viens reprendre service, puisque je n'ai jamais quitté le PDCI-RDA, en réalité, vous le savez très bien. Le dernier congrès du PDCI-RDA, et vous devez le savoir, et les militants doivent le savoir, le congrès, c'est l'instance suprême d'un parti politique, comme le PDCI. Et c'est au congrès du PDCI-RDA qu'on prend toutes les décisions qui engagent l'avenir du parti. En 2013, il y a donc eu un congrès au Parc des Sports de Treichville. Et à l'unanimité des militants présents ce jour-là, nous avons décidé de nous donner un candidat. On a même ajouté un thème de militants actifs pour nous représenter aux élections présidentielles. À partir de là, je m'attendais, comme tout le monde, à ce que le parti se mette en branle pour reconquérir le pouvoir d'État quand l'appel de Daoukro est venu prendre le contre-pied de ce qu'on a décidé. D'accord. Monsieur Kakabe, la question était comment avez-vous accueilli la nouvelle de votre réintégration, tout simplement? Ben, il est toujours bon. Content, vous n'étiez pas content, il est toujours bon pour des enfants d'une même famille de se retrouver. Et je reviens pour participer à la reconstruction de l'unité du parti pour donner sa force d'antan afin que je m'assure moi-même qu'il peut revenir au pouvoir. Donc on est toujours heureux de retrouver ça à la maison. D'accord. Mais en même temps, on est amené à vous poser toutes les questions possibles parce que cela fait quand même 3 ans de distance, 3 ans d'absence. Alors, on veut savoir qu'est-ce qui a motivé votre retour? Qu'est-ce qui s'est passé?
Alors, je vais être clair. Dernièrement, il y a eu un séminaire organisé par l'actuelle direction du parti à Bingerville. Et j'ai eu connaissance des résolutions du séminaire. Le premier point des résolutions dit le PDCI doit avoir un candidat en 2020. C'est ce que j'ai toujours demandé. Le deuxième point dit il faut revoir eh bien, la composition de la CEI. C'est ce qui m'a amené à organiser ici une marche avec d'autres Ivoiriens. Il faut revoir le découpage électoral. En somme, c'est mes revendications qui ont été prises en compte par ce séminaire qui a été lui-même entériné par le président Bédi. À partir de ce moment-là, nous sommes en phase. Ce qu'il faut faire maintenant, rassemblons les Ivoiriens pour exécuter. Ça, c'est ce que vous dites. Mais en même temps, ceux d'en face, certains observateurs de la vie politique ivoirienne disent que c'est parce que vous avez tout simplement échoué dans la voie que vous avez empruntée que vous êtes revenu au PDCI. Par exemple, vous êtes présenté à la présidentielle de 2015, vous avez échoué. Vous étiez député en 2011, en 2016, échec. Alors, vous êtes revenu parce que tout simplement, vous avez échoué. Non, je n'ai jamais échoué. Je me bats pour des idées. Mes idées ont triomphé au sein du PDCI RDA. J'ai été largement réhabilité. Tout le monde reconnaît que Kakabe avait entièrement raison. Vous savez, quand François Mitterrand a été candidat pour la première fois en France, c'était en 1965. Il n'a été élu président de la France qu'en 1981. Je sais ce que je fais, je sais où je vais. Je n'ai pas échoué, bien au contraire. Bien au contraire. Bien vous au n'avez contraire. pas échoué. Voilà. Alors, si vous n'avez pas échoué, autrement dit, ce que vous venez de dire, c'est que c'est le PDCI qui est revenu à vos idéaux, n'est-ce pas? Je peux considérer que mes amis ont été à l'aventure. Eh ben, nous sommes... Vous n'avez pas été à l'aventure, ce sont eux qui sont partis à l'aventure. Ben, écoutez, les positions qu'ils défendent maintenant sont celles qui m'ont fait partir. Alors, voilà. Quelles sont donc les garanties qu'il y a eu de la part de la direction du PDCI? Parce que certains disent comme ça qu'au regard de votre parcours, on voit beaucoup d'instabilité. Vous partez, vous revenez, vous avez flirté avec l'opposition, vous êtes... Voilà, alors, est-ce que ce retour est définitif? On ne peut pas me traiter d'instable en politique. Je vais vous dire franchement. D'abord, je voudrais préciser que je n'ai été nulle part. C'est peut-être, cette question s'adresse aux autres. Est-ce qu'ils sont sûrs de tenir les positions qu'ils viennent de dégager maintenant? Je n'ai jamais eu de poste. En 89, en 99, quand il y a eu le coup d'État militaire, j'ai toujours été militant sans grade. Je n'attends pas de poste pour me mettre au service du PDCI RDA. Et je me suis engagé avec de milliers de jeunes à qui je rends hommage ce matin. En 1999, quand tout le monde avait déserté, on ne peut pas me traiter d'instable. Je suis par contre le gardien du temple. De 1999 à 2010, j'ai été président des jeunes du PDCI RDA. Je n'ai jamais posé de soucis au parti, ni d'argent, ni de poste, ni de travail. Parce que je n'ai jamais monnayé mon militantisme et mon engagement politique. Je suis un militant, je veux être un militant irréprochable. D'accord. Je veux Vous êtes un militant irréprochable. Le dernier passage de François Mitterrand en Côte d'Ivoire, il a été clair. Un parti politique qui refuse d'aller à une élection présidentielle, eh bien, il signe son arrêt de mort. Je suis attaché à la survie du PDCI. Je ne veux pas qu'il meure. C'est pourquoi je me suis entêté à lui donner un candidat en 2015. Il a été jusqu'au bout. Et mes propos, tout le monde sait, sont les propos de nos militants. Ils sont heureux à apprécier ce que je fais. Ils sont nombreux plutôt à apprécier ce que je fais. D'accord. Alors, donc, vous n'êtes pas instable. Alors, dites-nous, vous êtes parti... J'ai une démarche cohérente. Je suis cohérent. Oui. Je suis stable. Mais je suis fixé. Qu'est-ce qui peut permettre au PDCI de croire que vous, M. Kakabe, vous n'allez pas retourner votre veste à nouveau? Mais non, je ne retourne pas ma veste. Qu'est-ce qui peut me permettre de croire que mes amis ne vont pas à nouveau retourner leur veste? Est-ce que mes amis sont sûrs que les résolutions de ce séminaire, ils vont les tenir jusqu'au bout? Si c'est le cas, croyez-moi, la main sur le cœur, je dis à tous les militants du PDCI RDA, ils savent très bien. Je suis le seul qui ne retourne pas sa veste. Ah bon? Même quand on perd un poste de député. Parce que ma carrière, ce n'est pas ça mon objectif, le poste de député. J'ai perdu peut-être le salaire. Mais vous avez dit quand vous êtes venu... J'ai peut-être perdu le salaire. Oui, vous avez perdu le salaire, c'est beaucoup quand même. C'est beaucoup d'avantages aussi. Non, En même ce temps, n'est rien. Ces milliers d'Ivoiriens qui ne gagnent pas trois repas par jour, est-ce qu'on pense à eux? Perdre un salaire de député, qu'est-ce que c'est? Vous avez dit, quand vous êtes revenu dans une conférence de presse, vous avez dit « Je suis revenu pour prendre ma place, pour me mettre à la disposition de la direction du secrétariat exécutif du PDCI. » C'est cela? C'est ça. Quelle place? En réalité, c'est ma place dans le combat. Vous savez, on m'a traité pendant un moment de soldat perdu, mais ce qu'il faut retenir, c'est que je suis un soldat. Voilà. Un soldat, il est fait pour combattre. Je suis venu prendre ma place dans le combat. Alors, votre place dans le combat... Et j'ai précisé, et qu'on me croit, je n'ai pas d'agenda propre à moi. Mon agenda, désormais, c'est l'agenda du PDCI RDA. Et quand moi, je dis une chose, et je le fais.
Mais en même temps, le constat est que ce que les Ivoiriens disent, c'est que vous partez, ce que les Ivoiriens voient, vous sortez du PDCI, vous revenez, vous partez, vous flirtez avec l'opposition, tout juste un peu avec l'opposition. C'est une course au sans fin. Ce que veulent savoir les Ivoiriens aujourd'hui, c'est que où vous allez? Je n'ai pas que voulez-vous exactement? Vous savez, il fut un moment où dans l'histoire du PDCI, il y a ce qu'on appelle le désapparentement. Pour parler de désapparentement, c'est parce qu'il y a eu d'abord apparentement. Il a fallu à M. Oufouette, dans une certaine mesure... Répondez à la question. Bien sûr. Répondez à la question. Laissez-moi vous dire, je réponds à votre question. Je ne vais nulle part, je suis au PDCI RDA. Mon souhait, mon combat, il est unique. C'est ramener ce parti au pouvoir d'État qu'on a perdu par les armes en 99, croyez-moi. Je n'accepte pas le verdict des armes dans un État. On n'en est pas là. Croyez-moi, dans un État démocratique. À tout vouloir, M. Kakabe, la présidentielle, d'abord même la présidence du PDCI, après la présidentielle, après vous perdez aux récentes législatives. Donc, à tout vouloir, finalement, vous revenez à zéro. Mais non, je ne reviens pas à zéro. C'est ce que disent ceux qui sont en face de vous. Je vous dis, et à ceux qui m'écoutent, je ne suis pas à la politique pour ce que la politique peut m'apporter. Et croyez-moi, je crois en une seule chose, eh bien, c'est les idées qui gouvernent le monde et non l'argent. Ce n'est pas l'argent qui m'importe. Je ne cours pas après l'argent. Si je veux l'argent, je fais du commerce. Tous ceux qui cherchent l'argent font du commerce. On ne vient pas à la politique pour avoir l'argent. Et ma vie politique n'est pas attachée à un salaire de député. Si je l'ai, c'est tant mieux, je l'ai. Je veux être à l'Assemblée pour participer. Et vous m'avez vu à l'Assemblée quand j'y étais. Oui. Pour participer. Aujourd'hui, mon parti demande la révision de la CEI. C'était mon combat, la CEI, à l'Assemblée. J'étais seul dans ma commission à me battre pour dire aux Ivoiriens que cette CEI ne peut pas nous garantir la stabilité et la paix. Mon parti aujourd'hui me soutient. Aujourd'hui, mon parti demande le redécoupage électoral. Mais je l'ai demandé. C'est pour ça que je me suis engagé à servir les intérêts des Ivoiriens. Oui, c'est pour les intérêts des Ivoiriens que vous vous êtes engagé. Mais vous ne pouvez pas rester comme ça dans le parti, comme un simple militant. Qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui à Kakabe pour redorer son blason, pour reprendre? Qu'est-ce qu'il vous faut? Vous savez combien ils sont ceux qui votent pour le PDCI? Est-ce que tous peuvent être membres là? La Chine, vous savez combien ils sont? Et pourtant, ils ont un parti. Le parti chinois est là, le parti communiste chinois. Mais vous n'êtes pas un militant lambda, vous n'êtes pas comme ça, vous n'êtes pas n'importe qui dans le meilleur PDCI poste, quand même. Le meilleur poste dans un parti politique, c'est le militant ordinaire. Quand on a ce poste-là, on est libre. Quand on est militant ordinaire, souvent on n'est pas connu, on n'a pas peut-être, on ne porte pas la voix des autres. J'ai l'impression maintenant qu'il n'est pas connu en Côte d'Ivoire. Non, vous êtes connu, mais justement, vous voulez être un militant ordinaire. Quand on est un militant ordinaire, on ne porte pas la voix des autres. Ah, ça dépend. Qu'est-ce qu'il vous faut? Ça dépend. Si je suis militant... Répondez à la question. Qu'est-ce qu'il vous faut? Il a fallu quoi pour redorer votre blason? Il a fallu quoi pour m'inviter ce matin? Non, c'est parce que vous avez fait une sortie, vous êtes revenu, on vous invite. Pour vous entendre? Je ferai toujours ce qu'il faut pour que vous m'invitiez, pour qu'on m'entende. Autrement dit, vous cherchez la célébrité? Non. Alors? Ah non. Qu'est-ce que vous recherchez? Je recherche le bonheur du peuple ivoirien et je suis convaincu qu'il n'y a que le PDCI seul qui peut lui apporter ce bonheur. Donc, si vous recherchez le bonheur des Ivoiriens, vous êtes présenté à la présidentielle de 2015 et 2020. Est-ce que l'échéance vous intéresse? Si vous êtes revenu pour vous repositionner pour 2020? 2020, voici ma logique. Quel que soit le talent de Cristiano Ronaldo, à lui tout seul ne peut pas composer une Répondez équipe. à la question, s'il vous plaît. Je viens jouer en équipe. A priori, je veux que le PDCI ait un candidat, peu importe qui ce sera. Peu importe qui ce sera. Si ce n'est pas vous, ce n'est pas un problème. Sauf que si mes aînés, les autres ils refusent d'y aller, c'est clair que je vais y aller. S'ils répètent ce qu'ils ont fait en 2015, c'est clair que je vais y aller. Mais si en 2020, il se trouve des militants du PDCI plus talentueux, plus compétents, qui sont décidés à représenter le PDCI pour qu'il ne meure pas, croyez-moi, je vais m'aligner. Bien. Alors, aux côtés du PDCI, il y a le RHDP. Est-ce que vous y croyez, cette alliance? J'ai été membre fondateur du RHDP. Et avant le RHDP, il faut que je rafraîchisse les mémoires, il y a eu le RJDP, le Rassemblement des jeunes démocrates pour Oufouet. Donc, nos aînés ont copié sur nous. Est-ce que vous croyez? Laissez-moi vous dire. J'y crois parce que j'ai participé à sa création. La Côte d'Ivoire rêve d'une chose aujourd'hui, les Ivoiriens veulent une chose, c'est la réconciliation. Ça peut partir de nos domiciles déjà, les foyers, les partis politiques. Et je dis, les Ivoiriens ont soif de réconciliation. Moi, je viens me réconcilier avec mon père Bédier dans le PDCI. D'ailleurs, nous sommes en Afrique. Je vais le mettre tout le monde à l'aise. Je ne cherche pas à avoir raison de mon père Bédier. Si dans ce que j'ai fait, à un moment donné, mon père s'est senti offensé, frustré ou même blessé, ça ne me dérange pas de prendre des excuses à mon père. Je n'ai pas d'amour propre. Donc, j'ai créé le RJDP. Ensuite, il y a eu le RHDP. Mais je demande toujours, pour qu'il y ait la paix entre les membres d'une même famille, respectons ce qu'on a arrêté. D'accord, s'il vous plaît. Je termine, vous permettez. Ce qui existe comme, je dis, texte fondateur au RHDP,
c'est qu'au premier tour des élections présidentielles, chaque parti, membre du RHDP, on est 4, chacun a son candidat. C'est au second tour qu'on soutient celui qui est mieux placé. Si on applique ça là, il n'y a pas de palabres. Il n'y a pas de problème. Alors, quels sont vos rapports rapidement avec Blé Goudé? Quand vous avez été réintégré, Blé Goudé vous a envoyé un courrier dans lequel vous a félicité et d'ailleurs, il vous attend le 1er juillet. Alaï. Je ne serais pas sérieux si je dis aux Ivoiriens ce matin que je ne connais pas Blé Goudé, nous avons de bons rapports. Et c'est ça qu'il faut souhaiter. Est-ce que le rendez-vous du 1er juillet, vous allez le respecter? J'ai toujours pensé que la politique, ce n'est pas un lieu où on vient pour se faire de l'animosité, pour l'animosité, vous êtes des ennemis. On vient pour fraterniser. Blé Goudé, il a ses convictions au FPI chez Laurent Gbagbo. J'ai mes convictions au PDC. Nous sommes des frères. Et nous le revendiquons sur la place publique. Et ça a profité à la Côte d'Ivoire par moment. Maintenant que vous êtes revenu au PDCI, on n'a pas vraiment le temps. Est-ce que vous irez? Ah bien sûr. D'accord. C'est un vieux rendez-vous. Vous croyez que je vais le faire pour quelle raison? Quand j'ai été à La Haye pour la première fois, ils sont nombreux ceux qui ont pensé que j'y allais simplement parce que j'étais en campagne présidentielle, que je voulais les voix des militants du LMP. Ce n'est pas ça ma nature. Je dis, je suis Ivoirien. Ça veut dire ce que ça veut dire. Un Ivoirien, il est sensible à la douleur des autres, surtout en temps de malheur. Ici, dans nos prisons, quand vous avez des parents qui sont en prison, quel que soit ce qu'ils ont fait, quel que soit le motif qui les mettait en prison, on leur rend visite. D'accord. On leur rend visite. C'est tout. Bien. Merci Kakabé, merci d'être venu sur ce plateau. Vous le savez pas, mais vous êtes notre dernier invité de ce dernier numéro de Instant Vérité de la première saison de Matin Bonheur. Donc vraiment, merci d'être venu. La rédaction de Matin Bonheur vous remercie et voilà pour vos éclairages sur vos positions politique. Alors, mesdames et messieurs, c'est donc la fin de Instant Vérité, le dernier numéro de la saison 1 de Matin Bonheur. Mesdames et messieurs, restez donc avec nous. Je vous donne rendez-vous pour 2 mois et restez avec Eva et Marco parce que Matin Bonheur maintenant, ça se poursuit. Merci beaucoup, Gabriel. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait avec tous les invités que vous avez reçus. Merci également à votre invité qui fait partie des personnalités politiques de notre pays qu'on salue et à qui on dit merci pour sa présence matinale sur ce plateau. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Nous allons aller directement, bien sûr, avec la permission de Christelle Akoussa, à la thématique. Vous savez, aujourd'hui, c'est lundi et tout, donc au niveau de la thématique, tourne autour de l'économie. Dans quelques instants seulement, nous allons recevoir avec beaucoup de plaisir M. Félix Kwasi-Yao. Il est coordonnateur national pour le programme d'éducation financière. Le thème est le suivant: mobile money, portefeuille et monnaie électronique. Quelles attitudes face à ces nouveaux concepts? Matin Bonheur, on joue les prolongations. L'école d'architecture d'Abidjan organise la 2e édition de ses journées portes ouvertes du 27 juin au 2 juillet 2017 de 9h à 18h. Lieu, Cocody, face Cité Bad à l'EAA dans l'enceinte du Conseil national de l'Ordre des architectes. Contact 22 00 66 81. info.eaa@école-archi-abidjan.org www.école-archi-abidjan.org. Maman, tu as changé de lait? C'est très bon. Oui, c'est le lait Leti, vitaminé, riche en calcium et au goût crémeux. Il te fera déborder d'énergie. Maman, j'ai gagné. Tiens, nouveau par ici. C'est Leti. Leti, lait en poudre instantané, vous garantit pleine forme et bonne santé. Excellent pour les sportifs. Leti, le maximum d'énergie. Pour se parler. Pour l'embrasser. Pour lui sourire. De la menthe, de la fraîcheur, du fluor, de la blancheur, du calcium, de la protection, pour lutter contre les caries et garder des dents fortes. Dentigel par amour. Sivop. Ma soeur, où vas-tu si pressée? Mon mari a découvert une nouvelle pâte tomate là. Il en parle tout le temps. Ma chérie, ça Alissa tomate. Alissa? Ah,
Le double concentré de tomates Alissa, fait à base des meilleures tomates naturelles sélectionnées pour leur goût et leur qualité. La tomate Alissa se conserve très bien et ne noircit pas. On voit l'équipe qui va évoluer en 4-4-2. C'est de ça que je te parlais. Alissa, le goût parfait. Être en famille, c'est bien. Mais avec les pâtes maman, c'est encore mieux. Parce que chaque repas est un moment plein de bonne humeur. Maman, c'est toi qu'on préfère. Se réunir autour d'un bon repas est une tradition chez nous. Comme à toutes nos rencontres, il y a toujours beaucoup de joie partagée. Mais surtout au menu, de bons plats de riz La Rizière. Son goût unique et son parfum captivant font de chaque repas un moment de pur bonheur. La Rizière, la source du bon riz. Chaque jour, ce sont quelques milliers de kilomètres parcourus pour vous apporter une eau pure et légère, indispensable à une bonne santé. Vous livrer une part de bien-être est ma meilleure récompense d'une journée de travail ardu. Céleste, pure et légère. Elle me plaît. Qui ça? Elle. Pas de compte bancaire. Service client disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Sécurisé par bande magnétique, puce électronique et code secret. Alerte SMS à chaque transaction. Validité de 3 ans. Et en plus, elle me sert. Création en temps réel. Transfert gratuit de carte à carte. Acheter et vendre sur Internet dans les commerces. Jusqu'à 25% chez les partenaires. La carte Visa prépayée Abidjan.net pour te plaire et te servir. Rejoins la communauté. Considéré comme l'un des segments les plus importants de la révolution informatique, le mobile money ou paiement mobile est devenu le service de paiement le plus utilisé en Afrique, particulièrement en Côte d'Ivoire. Le mobile money, c'est un transfert d'argent qui s'effectue d'un téléphone A à un téléphone B. Déjà le mobile, ça vient d'un accessoire comme le téléphone. Donc le mot ne vient de l'argent. Je peux dire que c'est un transfert d'argent qui se passe peut-être par téléphone. Déposer, retirer ou transférer de l'argent depuis son téléphone portable sont devenues des pratiques très courantes sous nos tropiques. Au départ, il était question de recevoir ou d'envoyer de l'argent via son mobile. Aujourd'hui, les offres sont plus étendues et varient d'un opérateur à un autre. À ce sujet, les opérateurs de téléphonie mobile en Côte d'Ivoire revendiquent plus de 1 500 000 abonnés à ce service de paiement pour un réseau de plus de 200 points de vente. Les raisons qui ont favorisé son développement en Côte d'Ivoire c'est qu'il permet de faciliter les échanges, permet aussi d'éviter les déplacements. Les raisons qui ont favorisé son développement en Côte d'Ivoire, c'est que c'est rapide, sûr et très fiable de transférer bien sûr de l'argent partout à l'intérieur et même à l'extérieur du pays. Bon, nous avons plusieurs dispositions. Tout d'abord, il ne faut jamais communiquer ton code à un tiers, quelle que soit la personne qui est en face, il ne faut jamais communiquer ton code. Donc, il faut être discret. Tu effectues ton transfert, tu sors discrètement du lieu de transfert. Le mobile money permet ainsi de faciliter par exemple aux clients l'achat de produits, de paiement de factures et le renouvellement d'abonnements. Face à tous ces avantages significatifs qui ont fortement influencé le mode de vie des Africains, il n'en demeure pas moins qu'elle emporte des effets pervers qui peuvent ruiner toutes les économies d'une vie et enrichir illégalement des individus mal intentionnés. Voilà, tout est dit, tout est expliqué. On aura encore plus d'éclaircissements sur ce plateau avec notre invité. Monsieur Kwasi-Ao, bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu. Merci bien. Vous avez passé une bonne fête? Ben oui, nous avons passé une fête au repos. Voilà, très bien. Assez tranquillement, oui. On parlera aujourd'hui de mobile money, vous l'avez compris, aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Tous les opérateurs de téléphonie mobile s'y sont mis. C'est ancré dans les mœurs des Ivoiriens. Je pense qu'on a, la majorité des Ivoiriens en tout cas, a un compte mobile money, quel que soit son opérateur téléphonique. Et les opérations qu'on y fait sont diverses et variées, du paiement de factures, du transfert d'argent à d'autres services plus élaborés. Alors, qu'est-ce qui
a initié, qu'est-ce qui a justifié l'installation de ce portefeuille électronique, on dira, en Côte d'Ivoire? D'accord. Alors, je voudrais déjà dire que à travers le monde, vous avez un peu plus de 2,5 milliards de personnes qui sont en fait non bancarisées, donc qui n'ont pas accès aux services traditionnels qu'offrent les banques, les microfinances. Et cette innovation vient naturellement pour permettre, favoriser, on va dire, l'inclusion financière de ces personnes à faible revenu, de ces populations donc, qui n'ont pas encore accès, on va dire, aux opérations bancaires traditionnelles classiques. Voici ce qui justifie, on va dire, le boom qu'a fait donc cette innovation. Mais à côté de cela, il y a aussi que chez nous, le taux de pénétration en termes de mobile est aujourd'hui à plus de 100%. Et en Afrique, c'est pratiquement pareil. Donc, voici donc les éléments qui ont favorisé, je vais dire, le développement du porte-monnaie électronique. Et je vous prends au vol, parce qu'effectivement, dans la région ouest africaine en particulier et en Afrique en général, la Côte d'Ivoire bénéficie du taux de pénétration le plus fort en matière de téléphones mobiles. On a pratiquement 2 téléphones par ménage, même plus. Oui. Et cela est subséquent, bien sûr, à aujourd'hui, ce qu'on a comme mobile money, c'est très utilisé. Est-ce que ça ne perturbe pas un peu l'économie, en ce sens que ça nous éloigne des canaux habituels, banques, classiques, tout ça? C'est pas perturbateur un peu pour l'économie? Non, c'est pas perturbateur. C'est pas perturbateur dans la mesure où vous voyez que plus de personnes ont accès, je vais dire donc aux services, aux produits et services financiers. N'oubliez pas que le taux de bancarisation chez nous demeure encore faible. Très faible. Voilà, nous sommes en dessous de 20%. Voilà, de taux de bancarisation. Et nous pensons qu'avec donc le mobile money, effectivement, on va accroître cette possibilité d'accès aux produits et services financiers. Non, ça ne perturbe pas. Alors on comprend donc que le compte mobile money qu'on peut avoir, c'est un genre de petit compte en banque. Parce qu'on a de l'argent dessus avec lequel on fait des opérations. On a souvent des bonus qu'on peut considérer comme des frais que la banque pourrait donner après un certain temps. En tout cas, c'est très utilisé pour le paiement, notamment des factures. Ça facilite et ça évite également les queues qu'on peut faire aux différents guichets pour le paiement des factures. Ça permet également d'anticiper. Et le service est tellement bien accueilli par les ménages que même on pourrait penser que les personnes non alphabétisées, je pourrais dire ça comme ça, n'arriveraient pas à s'en servir. Mais au contraire, dans nos villages, dans nos hameaux les plus reculés, des transferts d'argent se font tous les jours. Et on utilise ce service. Tout à fait, tout à fait. Je dirais que bien que 60% des comptes ouverts dans le système du mobile money restent encore inactifs. Ça aussi, il faut le préciser. Ouais. Sur 100 personnes qui détiennent donc un porte-monnaie électronique, il y a encore 60% de ces personnes qui n'utilisent pas véritablement cette innovation. Ça, c'est, on va dire que c'est quelque chose que nous avons pu apprendre à l'issue donc d'une étude menée par Elix. Alors, cela dit, effectivement, il faut noter que aujourd'hui, l'utilisation donc du mobile money facilite, on va dire, les services aux populations. Payer sa facture de CIO, de CEDECI, tout en étant couché dans son lit, vous voyez le gain énorme en termes de temps, en termes de sécurité, parce que l'argent sur vous, ça peut effectivement tomber, on peut vous l'arracher. Donc il y a la sécurité, il y a la flexibilité, la rapidité et la sécurité en griffe, j'ai dit bien en griffe, parce qu'on aura l'occasion d'en revenir, qui s'opère pour vous. Donc comprenez que c'est un service assez important tout de même.
Et ce qui est bien, c'est que c'est vrai, vous l'avez dit, ça simplifie la vie, mais par rapport à tout ça, c'est des changements qui arrivent dans nos pays vraiment très vite, à une vitesse grand V. Parfois, les populations ne sont pas préparées, que ce soit au point de vue sociologique, ce n'est pas dans nos mœurs. Tout ça, on a plus le contact direct avec tout ce qui est argent. On connaît donc la relation que nous autres Africains avons avec l'argent, qui n'est pas forcément la même dans tous les autres continents. Alors, quelles sont les attitudes qu'on doit avoir par rapport à cette nouvelle technologie-là, le mobile money, parce que, on ne le dira jamais assez, c'est un couteau à double tranchant. Autant ça nous aide, c'est bien, mais on sait tout ce qui est inhérent à la technologie, avec beaucoup de choses inattendues, on va dire ça comme ça, avec des personnes qui ne sont pas trop, qui n'ont pas trop de bonnes intentions qui sont derrière. Quelles sont les attitudes qu'il faut avoir et puis quelle est l'éducation qu'il faut avoir? Parce que je rappelle que vous êtes éducateur spécialisé, spécialiste en éducation financière auprès de l'administration française. Vous êtes rompu à la tâche. Quels sont les conseils que vous pouvez donner afin que les populations puissent vraiment être en phase de façon positive avec ces nouvelles données? Je crois que là, vous avez dit beaucoup de choses qui sont assez justes et importantes. En notant que c'est vrai que le mobile money apporte plusieurs solutions, vient donc agrémenter, simplifier notre vie, mais à côté de cela, effectivement, il y a quelques dangers liés. Et c'est là tout le sens, effectivement, de l'éducation financière. Parce qu'il faut que les populations soient informées, sensibilisées, éduquées, effectivement, à cette innovation. Et je voudrais dire également que, c'est vrai, les anarcheurs, ils sont nombreux, ceux que nous appelons les brouteurs, ces personnes mal intentionnées qui sont capables de dévier, on va dire, la direction de votre transfert. Voilà. Des personnes qui peuvent vous appeler après un dépôt ou un transfert, vous appelez pour vous dire non, il y avait des problèmes techniques, il faut donc rentrer un certain nombre de syntaxes pour remettre les choses dans l'ordre. Mais dès que vous le faites, automatiquement, votre argent, vous l'avez perdu. Et vous êtes seul responsable face effectivement à cette perte. Alors pour ce faire, il y a plusieurs types de comportements à adopter. Il est bon de savoir que le code qu'on vous donne, donc le mot de passe, il est vraiment secret et qu'il ne faut pas aucune justification partager effectivement ce code secret. Autre chose pour laquelle il faut développer un réflexe, vous savez que nos appareils sont interconnectés. Vous lisez vos mails à partir de votre téléphone portable. Donc, si vous perdez votre téléphone portable, mais n'oubliez pas que, comme les deux appareils sont interconnectés avec l'ordinateur, que les informations que vous avez fournies à l'ouverture d'un compte, que ce soit Facebook, que ce soit Gmail, etc., ces informations restent disponibles et pourraient être utilisées effectivement à des fins, voilà, à de mauvaises fins. C'est le revers de la voilà, technologie. le revers de la technologie. Et pour ce faire, tout de suite, il faut commencer donc par déconnecter ces comptes. Changez régulièrement vos mots de passe. C'est assez important. C'est très important. Il faut savoir choisir donc des mots de passe pertinents. Les histoires de prendre les mots de passe avec votre date de naissance, alors que là, ou le nom de vos enfants. Ou le nom de vos enfants, ça, ce sont des choses qu'il faut bannir. OK? Donc voici, entre autres, je veux dire, quelques réflexes que chacun de nous devrait pouvoir développer automatiquement face aux questions de sécurité liées. D'accord. Donc, c'est pour cela que nous, en éducation financière, nous avons un thème que nous développons qui est dénommé, donc, on va dire, les moyens de paiement et la nécessité de sécuriser les données personnelles. Parce qu'il s'agit effectivement de données personnelles que vous mettez à la disposition donc, de l'opérateur, que vous interconnectez sur vos appareils pour avoir accès à un service qui doit vous rendre beaucoup de services. Très bien. Il faut donc sécuriser tous nos comptes, notamment nos comptes Mobile Money. L'expert vient de le dire, d'autant plus que selon l'ARTCI, qui a rendu un rapport lors d'un atelier en mai dernier, pas moins de 11 milliards de francs CFA de transactions financières sont effectuées par jour via le Mobile Money. Donc c'est énormément d'argent
qui circulent. Des sommes parfois importantes sont envoyés ou reçus. Et bien souvent, il y a, pour parler toujours d'anarque, on retrouve sur le net certaines agences, certains utilisateurs qui se plaignent d'agences qui, après le dépôt, reçoivent un appel en disant qu'il y a eu un problème sur le transfert qui vient d'être fait, il faut donner le code. Et la personne en question, pensant être en sécurité, puisqu'on lui donne tous les éléments qu'elle vient de donner, notamment le nom, la date de naissance, le numéro même, le montant, etc. Certaines personnes se sentent... du transfert de l'opération. Exactement. En confiance, ils se disent c'est vraiment l'agence, alors que là encore, c'est une arnaque. Donc il faut bien préciser que même si on nous appelle, ne jamais donner. Non, 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 non. Il ne faut jamais communiquer son code. Jamais. Jamais communiquer son code. Il est même précisé secret. Confidentiel. Oui, en tout cas. Oui, on vous le dit. Et si vous donnez votre code à quelqu'un, le compte ne vous appartient plus à vous seul. Voilà. OK? Et puis, pour ajouter un peu à ce que vous venez de dire, c'est-à-dire le système pratiqué par, on va dire, ces petits bandits. Oui. Lorsque vous recevez le coup de fil, quand vous rentrez donc les syntaxes, il va vous dire rentrez dièse 123, puis rentrez ceci, ensuite mettez votre code secret. Lorsque vous le faites, vous êtes en train de transférer de l'argent de votre compte sur un autre compte. Et dès que vous finissez, vous allez voir que votre téléphone, votre numéro va être déconnecté. Ça veut dire que là, ils ont commencé à agir. Alors, ce qu'il faut faire également, lorsque vous êtes face à ces genres de situations, non seulement il faut rapidement saisir une agence, ensuite, il faut pouvoir dénoncer, parce que là aussi, il faut que les gens dénoncent. Et la PLCC, qui est donc la plateforme de lutte contre la cybercriminalité, fait d'ailleurs du très bon travail. Voilà. Ne serait-ce qu'aller sur leur site régulièrement, vous allez comprendre qu'il y a du travail qui est fait. Et pour sécuriser, effectivement, je veux dire, les Ivoiriens, pour sécuriser les utilisateurs, mais en même temps pour rassurer les personnes. En tout cas, vraiment, j'allais venir parce que parfois, on assiste à des descentes punitives dans des cyber pour vraiment venir à bout de certaines personnes mal intentionnées. Alors, il y a un souci également. Le taux de pénétration des différents services est assez faible. Que ce soit le taux de bancarisation qui est très faible, vous l'avez relevé tout à l'heure. Le taux de pénétration également pour l'assurance, on le sait, est de moins de 2% dans notre pays. Je dirais même 1 et quelques 2%. Le plus grand taux de pénétration au niveau de l'assurance, c'est l'Afrique du Sud, concernant l'Afrique. Donc, il y a un peu plus de 2%. Face à ça, nous ne sommes pas très habitués. Est-ce que d'un côté aussi, le mobile money n'affaiblit pas la monnaie? Parce que c'est aussi l'inquiétude de certaines personnes. Non, je ne dirais pas oui pour être affirmatif à ce que vous dites. Non, ça n'affaiblit pas. Ça n'affaiblit pas. Ça devait pouvoir effectivement donner beaucoup plus de force. Et d'ailleurs, je pense que quand vous regardez l'actualité, vous voyez que même les banques sont en train de se mettre, je veux dire, dans la danse. Parce qu'initialement, ce sont les opérateurs de téléphonie qui font, en fait, on va dire, le mobile money. Ça se lie de plus en plus aux banques. Parce que les banques ont compris, effectivement, qu'il faut rapidement revisiter l'actualité en termes d'innovation. Auquel cas, elle risque d'être en difficulté. Mais à côté de cela, il y a une action éducative forte qu'il faut effectivement organiser pour accompagner ces innovations. Et c'est en cela que l'éducation financière prend toute sa place, toute son importance dans le dispositif. Vous ne pourrez pas parler d'inclusion financière sans éducation financière et vice-versa. Parce que, en fait, c'est deux choses véritablement liées. Il faut donner la possibilité aux gens de savoir. N'oubliez pas qu'on ne nous apprend pas à l'école. Voilà. Je veux dire, comment gérer son argent. À l'école, on va pour apprendre et puis demain avoir un métier pour pouvoir travailler. Mais on ne vous dira pas véritablement comment est-ce qu'il faut gérer cet argent. Donc, ce sont donc des réflexes, des compétences, des connaissances et même la confiance qu'il faut pouvoir donner de plus en plus aux personnes pour une meilleure utilisation donc, de ces opportunités, un environnement sain. Alors, pour parler justement d'inclusion financière, il faut rappeler ou informer que la Côte d'Ivoire a été nominée aux Awards de l'inclusion financière en 2016, c'était en Suède. La Côte d'Ivoire a remporté le prix de l'Afrique. Et puis en 2017, c'était
À Berlin, c'est dire les bons énormes que la Côte d'Ivoire fait dans le domaine en particulier. Tout à fait. Il faut dire qu'en matière d'éducation financière, la Côte d'Ivoire aujourd'hui est bien positionnée au niveau de l'Afrique. Et vous l'avez si bien dit qu'en 2016, nous avions été donc nominés aux Awards de l'inclusion financière en Suède. C'était à Stockholm. Nous y étions. Et cette année, nous nous sommes retrouvés à Berlin lors de la Global Money Awards, qui est donc les awards de l'inclusion financière organisés par le G20 et Challenge You Finance International. La Côte d'Ivoire s'est positionnée comme leader au niveau Afrique dans la catégorie Global Money Week. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des avancées notoires. Il faut continuer à maintenir donc ce positionnement. Il faut continuer à donner donc l'éducation nécessaire à nos populations. Il faut aider les jeunes, même les adultes, à assainir leur relation avec les questions d'argent. C'est assez important. Toutes ces déviations, on va dire, auxquelles nous assistons, les histoires de cybercriminalité qui se développent de plus en plus, tout ceci est lié à, essentiellement, on va dire, à la qualité des rapports que nous avons avec les questions d'argent. Oui, ça c'est vrai. Voilà. En tout cas, c'est vrai. Et en définitive, vous le dites si bien, c'est une éducation, c'est une approche, c'est une attitude à équidistance de l'argent. Il ne faut pas sacraliser l'argent, il faut le prendre comme un moyen, franchement, qui fait partie de l'évolution de notre société. Et puis, bien sûr, ce système, ces concepts-là de mobile money, de portefeuille, de monnaie électronique, ça accompagne le développement, mais on ne le dira jamais assez. Et on va revenir là-dessus peut-être pour terminer. Si vous voulez, il faut faire attention, surtout au niveau des mots de passe. Vous avez parlé des mots de passe. Monsieur Marie Stéhan, donc, qui nous suit, un des téléspectateurs fidèles de ces matinales, veut savoir comment bien choisir son mot de passe concrètement. Alors, bien choisir son mot de passe, il faut, je veux dire, choisir quelque chose qui soit alphanumérique, donc chiffres, lettres, avec même très souvent les symboles. OK? Voilà, donc n'ayez pas peur de prendre un mot de passe qui soit assez long. N'ayez pas peur. On parle de phrases de passe carrément. Pourquoi pas? N'ayez pas peur. Oui, n'ayez pas peur. Parce qu'il y va de votre santé financière. Il y va de votre avenir. Si quelqu'un détient votre code, vous n'existez plus financièrement. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Félix Kwasi Yao, pour votre contribution à cette émission. J'espère que vous avez bien pris note de tout ce qui a été dit parce que on a pu s'en rendre compte et c'est extrêmement important. Et merci également à tous nos invités qui se sont succédés sur ce plateau, notamment Serge Dakouri, l'imam Karamoko Yaya et bien sûr l'invité de Gabriel Zani, c'était Kakabe aujourd'hui. Merci également. C'est à mon tour de vous remercier maintenant à vous de façon globale. J'espère que vous passez un très très bon moment chez vous à la maison, que vous avez bien fêté, que vous êtes bien reposé. Demain, vous allez reprendre le travail avec beaucoup d'entrain. Merci du fond du cœur, une fois de plus, à notre invité Kakabe, Kwadjo Konan Bertin, qui nous a fait l'honneur d'être notre invité, notre dernier invité du lundi dans le cadre de Instant Vérité. Une fois de plus, Aïd Moubarak, salam, et puis on espère qu'on va se retrouver demain pour un autre volet, une autre aventure. Merci d'être resté avec nous et de nous avoir fait l'honneur de vous réveiller à nos côtés. Audio Jungle.